On les a toutes admirées. Elles ont bercé notre enfance, nourri nos rêves et sculpté nos idéaux de beauté, d'amour et de courage. Elles s'appellent Blanche-Neige, Belle, Ariel, Cendrillon, Elsa. Et elles sont, à jamais, gravées dans l'histoire de notre imaginaire collectif. Pourtant, si je vous disais qu'au-delà des robes scintillantes et des fins heureuses, chacune de ces princesses cache un sombre secret. Un fardeau invisible qu'aucun prince charmant ne peut vraiment guérir. Et si derrière les chansons joyeuses et les châteaux dorés se dissimulaient des blessures bien plus profondes, des troubles mentaux subtilement incarnés, presque trop bien pour n'être que le fruit du hasard? Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant à travers les méandres psychologiques de ces héroïnes mythiques. Ce que nous allons découvrir ensemble va peut-être vous déranger, mais surtout vous ouvrir les yeux sur des vérités insoupçonnées. Vous ne verrez plus jamais les princesses Disney de la même manière. Alors, installez-vous confortablement, prenez un souffle profond et surtout, si vous aimez explorer les faces cachées des histoires que tout le monde croit connaître, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Car ce que nous allons révéler ici pourrait bien changer à jamais votre regard sur les contes de fées. Quand on évoque Disney, nos cœurs s'emplissent d'une certaine chaleur réconfortante. On revoit les images colorées, les chansons douces, les robes qui virevoltent au son d'un bal imaginaire. Pourtant, derrière ce décor chatoyant se cache une réalité bien plus crue, presque dérangeante, qui nous échappe souvent. Avant d'être récupérées par l'industrie du rêve américain, les histoires des princesses étaient des contes populaires, des récits transmis oralement, souvent violents, sombres et dérangeants. Elles servaient d'avertissement, de leçons morales, mais aussi de miroirs déformant des angoisses humaines. Les frères Grimm, Charles Perrault ou encore Andersen ont tous mis en scène des héroïnes soumises à d'étranges épreuves. Mais quand Walt Disney a décidé de s'en emparer, il les a polies, adoucies, les a vêtues de rubans et a rajouté des arcs-en-ciel dans le ciel, à première vue seulement. Car même ces versions modernes conservent des traces d'un symbolisme psychologique puissant. Des cicatrices invisibles qui nous murmurent que tout n'est peut-être pas si parfait dans le monde de Disney. Pourquoi sommes-nous si fascinés par ces histoires? Parce qu'elles parlent directement à notre inconscient. Les contes exploitent les archétypes, ces modèles universels décrits par Carl Jung qui incarnent des peurs, des désirs, des pulsions enfouies. La princesse sans mère, le père absent ou défaillant, la marâtre cruelle, le prince sauveur. Ce ne sont pas que des figures littéraires. Ce sont des projections de nos propres conflits intérieurs. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que si l'on observe de plus près, chacune de ces princesses Disney pourrait être vue comme l'allégorie d'un trouble mental bien précis. Est-ce une coïncidence? Peut-être pas, car les troubles psychiques, eux aussi, sont souvent le produit de traumatismes, de schémas familiaux toxiques, de peurs archaïques. Exactement ce que les contes mettent en scène. Plongeons dans les ombres, Blanche-Neige, Cendrillon, Belle Blanche-Neige, la dissociation et le syndrome du trauma infantile. Regardons d'abord Blanche-Neige. À première vue, c'est l'innocence incarnée. Une jeune fille douce, fragile, pure comme la neige. Mais si l'on analyse son comportement, on découvre une dimension bien plus troublante. Blanche-Neige a perdu sa mère. Son père se remarie avec une femme vaniteuse, cruelle et dangereuse. Puis, il disparaît lui aussi. Elle grandit donc dans une atmosphère de terreur psychologique, sous l'œil froid d'une belle-mère qui ne cesse de la rabaisser et finit par vouloir la tuer. Face à cette violence, Blanche-Neige se replie dans une forme de dissociation mentale. Elle fuit littéralement dans la forêt, un symbole puissant de l'inconscient, et se réfugie chez les 7 nains qui représentent des fragments de sa psyché éclatée. Doc la raison, Simplet l'innocence, Grincheux la colère refoulée. Cette vision n'est pas juste un délire d'analyste. De nombreux psychologues y voient la traduction d'un syndrome post-traumatique infantile. Blanche-Neige continue à chanter, à sourire, à faire le ménage obsessionnellement, comme pour ne pas affronter la réalité de son angoisse. Même lorsqu'elle est avertie du danger, elle laisse entrer la vieille femme, comme si elle n'avait pas intégré les mécanismes d'autoprotection les plus élémentaires. Et ce fameux sommeil, sous l'effet du poison? Une métaphore glaçante du repli psychique ultime. Blanche-Neige s'endort,
c'est-à-dire qu'elle se coupe complètement du monde pour survivre. Son réveil par un baiser peut être interprété comme la tentative, parfois artificielle, d'un sauvetage externe, mais sans véritable guérison de ses traumas profonds. Cendrillon est souvent perçue comme la princesse la plus douce, la plus humble. Mais regardons de plus près. Elle vit recluse, isolée, réduite à l'état de servante par sa propre famille. Chaque jour, elle endure humiliation et abus psychologiques. Ce qu'on appelle parfois le syndrome de Cendrillon, c'est la propension à supporter passivement la maltraitance en espérant qu'un miracle viendra tout résoudre. Dans la réalité, cela se rapproche dangereusement d'un tableau dépressif profond. Cendrillon présente tous les symptômes d'un trouble dépressif majeur. Faible estime d'elle-même, incapacité à s'affirmer, retrait social extrême. Elle ne manifeste aucune révolte contre son sort, comme si elle était paralysée, anesthésiée par la douleur psychique. La seule chose qui la maintient est l'espoir fantasmatique d'un prince qui viendra la sauver. Même le bal et la magie de la marraine peuvent être lus comme une brève hypomanie, un épisode de compensation euphorique où elle échappe, l'espace d'une soirée, à son abîme intérieur. Mais sitôt minuit passé, elle retombe dans la noirceur de sa vie réelle. Ah, Belle, l'intellectuelle, la rêveuse, qui aime les livres et aspire à autre chose qu'un village étriqué. Pourtant, son histoire prend une tournure pour le moins inquiétante. Elle se sacrifie pour sauver son père et se retrouve prisonnière d'une créature violente, irascible, qui la séquestre. Ce que beaucoup encensent comme une magnifique romance est en réalité un cas d'école de syndrome de Stockholm. Belle développe progressivement une affection pour sa bête, finit par le protéger, le défendre, et même tomber amoureuse. On pourrait parler de résilience, d'ouverture au cœur de la différence. Mais c'est aussi le schéma typique d'une victime qui s'attache à son bourreau pour survivre émotionnellement à sa captivité. De plus, Belle illustre parfaitement les schémas de dépendance affective. Elle ne remet jamais fondamentalement en question la violence initiale de la bête. Elle fait tout pour l'apaiser, le transformer, acceptant implicitement la responsabilité du bien-être émotionnel de son geôlier. Pourquoi Disney continue-t-il, malgré tout, à nous fasciner avec ses héroïnes? Parce qu'elles résonnent avec nos propres failles. Qui n'a jamais, au moins une fois, minimisé la toxicité d'une relation, espéré qu'un miracle viendrait nous sauver d'un quotidien terne, ou fui dans une douce rêverie pour échapper à la douleur? Ces princesses ne sont pas juste des modèles irréels. Elles sont aussi les réceptacles de nos blessures intimes, les reflets de nos propres combats psychiques. Et peut-être, inconsciemment, Disney nous raconte ces histoires pour nous aider à les reconnaître, les apprivoiser et parfois les dépasser. Ces princesses ne sont pas juste des modèles irréels. Elles sont aussi les réceptacles de nos blessures intimes, les reflets de nos propres combats psychiques. Et peut-être, inconsciemment, Disney nous raconte ces histoires pour nous aider à les reconnaître, les apprivoiser et parfois les dépasser. Ariel, la petite sirène aux cheveux flamboyants, est souvent perçue comme la plus aventureuse, la plus libre des princesses Disney. Pourtant, si on gratte sous les écailles scintillantes, on découvre un mal-être qui pourrait bien résonner avec nos tourments modernes. Dès le début de son histoire, Ariel présente un comportement clairement obsessionnel. Elle collectionne frénétiquement des objets humains, accumule des trésors dans une grotte secrète, passe des heures à rêver d'un monde auquel elle n'appartient pas. Elle se décrit même comme étant toujours à l'affût de la moindre trace du monde humain. Ses pensées sont focalisées, répétitives, difficiles à contrôler, ce qui rappelle les mécanismes du trouble obsessionnel compulsif, TOC, sans la dimension des rituels physiques, mais avec une compulsion mentale intense. Ariel ne se sent pas bien dans sa peau, littéralement. Elle est ce qu'elle est. Son corps de sirène est devenu pour elle un symbole d'enfermement. Ce dégoût de soi pousse certains analystes à comparer son histoire à celle d'adolescents souffrant de dysphorie corporelle, ou à des jeunes en quête d'identité qui fantasment une transformation radicale pour enfin être eux-mêmes. Elle veut des jambes. Elle veut marcher, courir, danser, vivre une vie qui n'est pas la sienne. Au fond, Ariel n'essaie pas seulement de changer de monde. Elle veut changer qui elle est. Et puis il y a Eric.
ce prince qu'elle voit à peine quelques instants, mais qui devient l'objet central de toutes ses pensées. Elle est prête à tout sacrifier. Sa voix, son identité, sa famille, son royaume. Tout ça pour un amour qui n'est au départ qu'un fantasme projeté. Cette intensité rappelle ce qu'on appelle en psychologie l'amour fusionnel immature, souvent associé à des personnalités anxieuses qui idéalisent l'autre au point d'en perdre tout sens critique. Elsa, la Reine des Neiges, est peut-être la princesse Disney la plus explicitement mentalement tourmentée. Son histoire est littéralement celle d'une lutte contre sa propre psyché, contre des pouvoirs qu'elle vit comme incontrôlables et dangereux. Elsa grandit avec la peur de blesser ceux qu'elle aime, peur d'être vue telle qu'elle est vraiment, peur de perdre le contrôle. Tout son comportement est dicté par une hypervigilance constante, typique d'un trouble anxieux généralisé. Elle développe des stratégies d'évitement extrêmes. Elle s'enferme dans sa chambre, coupe tout contact social, nie ses émotions pour éviter qu'elles n'échappent à son contrôle. Son fameux refrain « Conceal, don't feel » en VO est un mantra destructeur qui reflète parfaitement la façon dont certains refoulent leur anxiété. Surtout ne pas ressentir, pour ne pas exploser. Quand ses émotions finissent par la submerger, Elsa déclenche une tempête de glace incontrôlable. C'est une métaphore brillante des attaques de panique. Son monde s'écroule, elle fige tout autour d'elle, elle ne maîtrise plus rien. Et que fait-elle alors? Elle s'enfuit, se retire, bâtit un palais de solitude. Let It Go est souvent interprété comme une ode à la liberté, mais c'est aussi le chant désespéré d'une jeune femme qui accepte enfin de céder à ses pulsions, tout en s'isolant complètement pour protéger les autres de son chaos intérieur. Réponse est un conte sur la lumière, les lanternes, la curiosité. Mais c'est surtout l'histoire d'un enlèvement, d'un contrôle mental, d'une emprise psychologique terrifiante. Gothel, la pseudo-mère de Réponse, est l'incarnation parfaite du parent narcissique. Elle retient Réponse prisonnière dans une tour, sous couvert de la protéger du monde extérieur. Elle la prive de liberté, de contacts sociaux, d'autonomie. Elle utilise la culpabilisation, les menaces subtiles, la flatterie et l'humiliation alternée pour maintenir son contrôle. C'est le schéma classique du gaslighting. Gothel déforme la réalité de Réponse, la convainc que le monde est dangereux, qu'elle est trop naïve pour s'en sortir seule. Réponse grandit ainsi dans un état de trauma complexe, développant un attachement ambivalent à celle qui est à la fois sa mère adoptive et son bourreau. Réponse souffre d'une profonde confusion identitaire. Dès qu'elle met le pied hors de la tour, elle alterne entre euphorie et crise de culpabilité intense. Elle se roule littéralement par terre en se lamentant « Je suis une fille horrible » avant de bondir de joie. Ces oscillations émotionnelles extrêmes ressemblent à des manifestations d'un trouble borderline, bien qu'idéalisé. Son besoin viscéral d'explorer le monde est aussi un instinct de survie psychique. Elle cherche inconsciemment à échapper à l'enfermement mental imposé par Gothel, à prouver qu'elle peut exister par elle-même. Ce qui est frappant avec Ariel, Elsa et Réponse, c'est qu'elles illustrent trois façons très différentes de réagir au mal-être psychique. Ariel se jette à corps perdu dans une quête d'un soi alternatif, au risque de se perdre complètement. Elsa choisit l'isolement, la répression de ses émotions, jusqu'à exploser. Réponse oscille entre la soumission à son bourreau et des élans désespérés de liberté. Ces récits nous parlent car ils mettent en scène nos propres dilemmes internes. Qui n'a jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre, comme Ariel? Qui n'a jamais préféré se couper du monde pour ne pas faire de mal, comme Elsa? Qui n'a jamais ressenti la douleur de se libérer d'un lien toxique, comme Réponse? Disney a beau parsemer ses histoires de chansons entraînantes et de fins heureuses, les ombres qu'elle projette restent puissantes. Et quelque part, elles nous rassurent aussi. Nous ne sommes pas seuls dans nos contradictions intérieures. Mulan est souvent célébrée comme la princesse la plus badass de Disney. Une jeune femme qui, déguisée en homme, part à la guerre pour sauver son père et finit par devenir l'héroïne de toute la Chine. Pourtant, au-delà des tambours guerriers, c'est aussi une histoire déchirante de crise identitaire et d'anxiété de performance. Mulan commence son histoire déjà angoissée.
Elle ne se sent pas à la hauteur des attentes que la société et sa famille placent sur elle en tant que femme. Se marier, honorer son clan, être belle, docile, silencieuse. Lors de la scène du matchmaker, on voit clairement son stress exploser. Elle tremble, perd ses moyens, échoue lamentablement. Cette angoisse est le reflet pur d'un trouble anxieux lié à la performance sociale, aggravé par une identité féminine dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Quand elle s'engage sous l'identité masculine de Ping, elle ne fuit pas seulement la conscription de son père, elle fuit aussi son propre malaise. Mais cette double vie accroît encore plus son anxiété. Elle vit dans la peur constante d'être découverte, de décevoir, de déshonorer sa famille d'une manière bien plus grave encore. Mulan se bat sans relâche pour prouver qu'elle est suffisante. D'abord pour son père, puis pour l'armée, puis pour la Chine entière. Ce besoin intense de validation extérieure est caractéristique d'un perfectionnisme anxieux, où l'amour-propre est entièrement conditionné à la performance. Lorsqu'enfin elle est reconnue pour ses actes héroïques, le poids qu'elle portait éclate en larmes. Le soulagement est immense, mais laisse deviner la profondeur de la tension intérieure qu'elle a endurée. Tiana, dans La Princesse et la Grenouille, est une figure rare chez Disney. Elle ne rêve pas d'un prince, mais de monter son propre restaurant. C'est un portrait de détermination, de discipline, d'ambition. Pourtant, ce rêve cache aussi des racines psychiques beaucoup plus tourmentées. Tiana vit dans un quartier populaire de la Nouvelle-Orléans, marqué par la perte précoce de son père. Pour supporter la douleur, elle se plonge dans le travail. Elle accumule les emplois, refuse les loisirs, évite les relations personnelles. C'est le mécanisme classique d'un trouble obsessionnel du travail, workaholisme, souvent alimenté par une peur de l'échec si intense qu'elle absorbe toute l'identité de la personne. Chez Tiana, chaque minute perdue est une minute en moins pour atteindre son but, et donc pour conjurer l'angoisse. Tiana illustre parfaitement cette petite voix cruelle que beaucoup portent en eux. Ce n'est pas suffisant. Tu n'en fais jamais assez. Même lorsqu'elle obtient enfin le local pour son restaurant, son stress continue et ses liens humains sont quasiment inexistants. Son histoire révèle une vérité brutale. Le succès extérieur n'est pas toujours synonyme de paix intérieure. En réalité, Tiana n'apprend à lâcher prise qu'en devenant littéralement une grenouille. Ce voyage absurde et magique est une métaphore de la nécessité de perdre le contrôle pour réapprendre la joie simple de vivre. L'histoire de Pocahontas est différente. Ce n'est pas seulement celle d'une femme, mais d'un peuple entier, victime d'un drame historique. Derrière les chansons sur les couleurs du vent, Disney raconte une tragédie douce amère qui résonne étrangement avec la notion de trauma transgénérationnel. Pocahontas n'est pas seulement une princesse, c'est la fille d'un chef tribal, consciente dès le début qu'un grand changement plane. Elle est pensive, souvent isolée, attirée par le tumulte des chutes d'eau, comme si elle cherchait à écouter une douleur qu'elle ne peut formuler. Les psychologues appellent cela un état de mélancolie culturelle, où l'individu porte en lui l'angoisse collective de son groupe, héritée d'histoires de souffrance. Chez Pocahontas, on le voit dans son rapport presque mystique à la nature, qui devient son refuge et son guide intérieur. Quand elle tombe amoureuse de John Smith, ce n'est pas juste un conte romantique. C'est une tension tragique entre deux mondes irréconciliables. Elle se trouve prise entre la loyauté à son peuple et un amour qui symbolise l'envahisseur. Même à la fin, quand elle choisit de rester pour protéger les siens, son visage est empreint d'une tristesse profonde, celle de devoir sacrifier ses élans personnels à la survie de son identité collective. Certains cliniciens parlent ici d'un stress culturel, une forme de conflit intérieur propre aux minorités confrontées à l'assimilation forcée ou au choc des civilisations. Pocahontas illustre ainsi la douleur de porter sur ses épaules un combat qui la dépasse. Mulan nous montre la lutte contre l'angoisse d'échouer aux yeux de tous et la perte de soi dans un rôle forcé. Tiana révèle comment l'hyperproductivité peut être un camouflage élégant pour des peurs abyssales. Pocahontas incarne la mélancolie d'une identité collective menacée et la souffrance silencieuse des peuples colonisés. Ces trois princesses brisent l'illusion que Disney ne raconte que des happily ever after.
En réalité, chacune de leurs histoires expose des blessures psychiques profondes, trop humaines pour n'être que des coïncidences. On pourrait croire que nous aimons Disney pour l'évasion, pour la beauté des dessins, pour les chansons. Mais au fond, ce n'est pas la seule raison. Si ces histoires nous marquent tant, c'est qu'elles nous parlent d'un lieu très intime, notre psyché. Même si Disney enjolive tout de paillettes et de musiques entraînantes, les princesses sont rarement sereines. Elles sont anxieuses, isolées, traumatisées, rongées par la peur ou l'obsession. Et nous, spectateurs modernes, nous nous accrochons à leurs fêlures plus encore qu'à leurs robes de bal. Parce que nous sommes, nous aussi, un peu Blanche-Neige, à vouloir fuir nos souvenirs trop lourds pour nous réfugier dans une bulle illusoire. Un peu Cendrillon, à attendre passivement qu'un événement extérieur nous sorte de notre marasme. Un peu Belle, à aimer quelqu'un qui ne nous aime pas sainement. Un peu Ariel, à désirer désespérément être quelqu'un d'autre. Un peu Elsa, à craindre nos propres émotions au point de nous isoler. Un peu Réponse, prisonnier d'une relation toxique. Un peu Mulan, terrorisé à l'idée d'échouer aux yeux de ceux qu'on aime. Un peu Tiana, obsédé par la réussite pour masquer notre vide. Et parfois, un peu Pocahontas, porteur des douleurs que nous lègue l'histoire collective. Certains psychanalystes affirment que les contes modernes sont notre version contemporaine des anciens rituels. Quand nous nous plongeons dans ces films, nous rejouons inconsciemment nos peurs archaïques et nos blessures d'enfance, mais dans un cadre sécurisé. Regarder Elsa se battre contre sa propre angoisse ou Mulan affronter un monde qui l'étouffe, c'est en quelque sorte vivre par procuration un combat que nous n'osons pas toujours mener nous-mêmes. Disney nous permet d'explorer nos failles sans risque immédiat. Les princesses tombent, trébuchent, se brisent, mais se relèvent toujours. C'est peut-être ce qui nous console. Voir des personnages imparfaits finir par trouver, d'une manière ou d'une autre, la lumière. Ce qui est fascinant, c'est que les troubles mentaux que nous attribuons aux princesses ne sortent pas de nulle part. Ils sont profondément enracinés dans les angoisses collectives de notre époque. L'angoisse de performance, exacerbée par les réseaux sociaux, se reflète chez Mulan et Tiana, qui ne se sentent jamais assez bien. Le sentiment d'isolement et la peur d'être jugé, que vit Elsa, est le miroir de la solitude que beaucoup éprouvent dans un monde ultra connecté mais superficiel. Les crises identitaires d'Ariel résonnent avec la pression contemporaine d'avoir une image toujours parfaite, ou même de se réinventer à l'excès. Les traumas culturels de Pocahontas font écho aux mouvements actuels de reconnaissance et de réparation des injustices historiques. Ce n'est donc pas un hasard si ces princesses nous bouleversent. Elles incarnent collectivement les cicatrices de notre humanité moderne. Au contraire, parce que ces histoires ne sont pas seulement des miroirs cruels, elles sont aussi des invitations à la tendresse. Blanche-Neige nous rappelle qu'on peut survivre à l'horreur et encore chanter. Cendrillon nous montre que même les plus écrasés peuvent rêver. Belle nous apprend que l'amour guérit parfois, même si ce n'est pas toujours sain. Elsa nous donne le droit d'être vulnérable et de dire « j'ai peur ». Réponse nous souffle qu'on peut s'évader, même après des années d'enfermement. Mulan nous prouve que l'honneur n'est pas d'être parfait, mais de persévérer malgré la peur. Tiana nous montre la beauté du travail, mais aussi la nécessité de danser. Et Pocahontas nous enseigne à respecter nos racines, même quand le monde veut les piétiner. Alors, si nous voyons désormais ces princesses, non plus comme des idéaux à atteindre, mais comme des compagnons de galère dans nos propres labyrinthes mentaux, peut-être serons-nous plus indulgents envers nos failles. Et c'est là, peut-être, le plus grand cadeau que Disney nous fait sans même le savoir. Nous rappeler que même les plus beaux contes sont tissés de douleurs, de doutes et de cicatrices invisibles. Que nous ne sommes pas seuls à tomber, ni à porter des fardeaux que d'autres ne voient pas. Voilà, notre voyage au cœur des princesses Disney et de leurs troubles cachés touche à sa fin. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce récit un peu différent, à la fois mystérieux et intime, vous a captivé autant qu'il m'a passionné à le partager avec vous. Si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'un instant, que ces histoires parlaient aussi un peu de vous, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Nous portons tous nos propres fragilités, nos peurs, nos rêves inachevés. Et c'est justement ce qui nous rend profondément humains.
Merci infiniment pour votre présence, vos écoutes silencieuses, vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous êtes la raison pour laquelle ce genre de contenu existe et peut continuer à voir le jour. Prenez soin de vous, de votre cœur, de votre histoire, aussi cabossée soit-elle. Et rappelez-vous, même les contes de fées les plus lumineux sont tissés de douleurs et de cicatrices invisibles. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. À très bientôt.